On s'en rend plus compte, mais le smartphone possède des technologies qui paraissaient extrêmement futuristes à une époque pas si lointaine. Il y a 20 ans, déverrouiller son smartphone par reconnaissance faciale, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est ma réalité. On passe tellement de temps à prédire le futur que quand les technologies arrivent, on s'en est déjà lassé. On n'a pas l'impression, mais tout ça va très vite. Les lecteurs d'empreintes ne sont même plus réservés aux smartphones haut de gamme, c'est devenu une norme que n'importe quelle copie chinoise peut se permettre d'avoir. Le premier smartphone à intégrer un lecteur d'empreintes, c'était le Motorola Atrix en 2011. Il a ensuite été popularisé par l'iPhone 5S en 2013 et depuis, déverrouiller son smartphone par le bout du doigt est devenu la norme. Pour 100 €, vous pouvez en avoir un. Le lecteur d'empreintes en 2018, c'est c'est vrai, si vous avez le doigt un peu humide, ça fonctionne pas, l'hiver avec des gants c'est impossible et c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intuitif. Si vous pensez le contraire, c'est que vous n'avez pas testé la reconnaissance faciale. J'ai été extrêmement hypé par Face ID sur l'iPhone 10 et je ne l'ai pas caché. Cette technologie est incroyable et je le dis avec toute la conviction du monde. Face ID, très honnêtement, voilà quoi. Tu vois que t'es aussi convaincu que moi. Je peux vous le dire, Face ID est extrêmement rapide. Ces modes de déverrouillage se développent à une vitesse folle et ça m'excite terriblement. J'étais très convaincu par Touch ID, je suis 1000 fois plus convaincu par Face ID. Le fan de tech que je suis est comblé, on pourrait s'arrêter là. Abonne-toi et mets la cloche. Mais cette année, j'ai intégré la brigade Kaspersky et cette vidéo est en partenariat avec Kaspersky. Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui, on va parler du développement des capteurs à reconnaissance biométrique et voir si c'est une bonne chose. Pour m'aider à répondre à cette question difficile, j'ai fait appel à Ronan, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky. Avant d'aller plus loin, il est important de définir l'authentification biométrique en passant par deux termes importants. La biologie, qui est l'étude des êtres vivants, leurs propriétés, et la biométrie, qui est l'identification des individus grâce à leurs caractéristiques biologiques. Cette identification peut passer par des mesures physiologiques ou comportementales. Pour ce qui est des analyses physiologiques, elles peuvent être morphologiques ou biologiques. Ça peut être l'ADN, le sang, la salive ou l'urine pour l'analyse biologique. C'est ce qui est utilisé dans le domaine médical ou policier. On vous demande pas encore de pisser sur votre smartphone, rassurez-vous. Et les empreintes digitales, la rétine ou encore la forme du visage pour l'analyse morphologique. Ça, c'est pour l'identification physiologique. Mais il est aussi possible d'identifier un individu par son comportement. La mesure la plus connue, vous n'y pensez peut-être pas et pourtant vous l'utilisez souvent, c'est votre signature. Il n'est pas évident de copier votre signature à l'identique, car vous avez votre manière à vous de la faire, vous l'avez travaillée et répétée pour arriver à faire une signature unique et à peu près ressemblante à chaque fois. C'est pour cette raison qu'on vous demande de signer des documents. C'est un moyen de certifier votre identité ainsi que votre accord. Si on vous demande de signer sur un écran, c'est encore plus précis. On est capable d'analyser la vitesse de déplacement du stylo, les accélérations, la pression exercée, l'inclinaison, etc. Mais il existe d'autres mesures comme la reconnaissance vocale ou encore la façon dont vous tapez sur votre clavier. Tu as parlé de taper sur le clavier. Ça veut dire que selon la manière dont je tape, par exemple, tu disais une phrase longue, il peut reconnaître mon identité? Oui, tout à fait. Ouais. On a une manière tous assez spéciale en fait de taper sur le clavier. On va avoir des fois des espèces de raccourcis ou alors on va toujours hésiter plus longuement en passant par exemple d'une touche à l'autre. Donc ça c'est plus ce qu'on va appeler de la biométrie comportementale. Toutes ces mesures ont pour seul et unique but de vous identifier et c'est la première étape de l'authentification biométrique. Pour que la reconnaissance biométrique fonctionne, il faut qu'elle ait la connaissance biométrique. Ça c'est ce que vous faites au moment de la configuration de votre smartphone. Ça se fait en plusieurs étapes. En posant votre doigt sur le capteur ou en montrant votre visage, vous envoyez un biosignal intercepté par les capteurs. Les données de cette captation sont compilées pour créer une représentation. Ce gabarit passe un contrôle qualité. Il voit si la scène n'était pas trop sombre, si le doigt n'était pas mouillé, tout ce qui pourrait perturber la captation. S'il passe ce contrôle, les données sont stockées, le modèle est sauvegardé comme référence d'authentification. Il peut être stocké au sein de l'appareil en clair, dans une enclave sécurisée dans l'appareil ou sur un serveur distant. Au moment de l'authentification, c'est à peu près le même processus. Envoi du biosignal traité par le capteur, il va le comparer au gabarit de référence. S'il est similaire, le smartphone se déverrouille. Évidemment, il ne peut pas être similaire à 100% selon la position, les conditions, etc. C'est donc au constructeur de définir un seuil de tolérance. Et les conditions peuvent être vraiment difficiles, surtout quand la reconnaissance ne passe pas par des capteurs, mais une simple caméra comme on le voit sur beaucoup de smartphones. Vous avez certainement déjà vu des vidéos dans lesquelles on voit quelqu'un déverrouiller un smartphone avec une photo. C'est pas étonnant. Ces modes de déverrouillage ont été implantés pour un aspect ludique et pratique, en aucun cas pour une sécurité. Notamment dans les smartphones, quand même c'est un objet peu cher pour la quantité de technologie qu'on a dedans. Donc des fois il y a des raccourcis qui sont pris par rapport à des systèmes qu'on pourrait imaginer rentrer dans une centrale nucléaire ou dans une base militaire. Par exemple, mon empreinte biométrique sur les téléphones, est-ce qu'elle vérifie bien que c'est un vrai doigt, avec la chaleur, avec la texture, etc. Mais des systèmes de reconnaissance faciale robustes, il en existe. Face ID ne repose pas sur une photo, mais sur un modèle 3D de votre visage créé par 30 000 points infrarouges pointés sur ce dernier. Il a même été salué par Edward Snowden en personne, ça veut forcément dire que c'est la sécurité ultime. Alors déjà non, on a reçu les experts de Kaspersky assez de fois sur cette chaîne pour comprendre que le danger zéro n'existe pas, et Face ID a été mis à mal dès le début avec des jumeaux qui ont démontré qu'ils ne faisaient pas la différence entre l'un et l'autre. Ce à quoi Apple a répondu qu'il devait l'utiliser plus longuement afin que le système, par du machine learning, apprenne à mieux le connaître. C'est une solution au problème, mais il n'empêche que sur le moment, il ne faisait pas la différence entre deux individus. Et encore là, on parle d'un système créé par Apple, c'est robuste. C'est la seconde partie du tweet de Snowden qui est intéressante. Mauvais point, la banalisation de la reconnaissance faciale, une technologie vouée à être malmenée ou abusée. Et la banalisation de la biométrie avancée a déjà commencé. L'iPhone 10 possède un Face ID. Le Ulefone T2 Pro, le Ligoo S10 ou encore le Vivonex ont un capteur d'empreinte sous l'écran. Le Huawei Mate 20 Pro a les deux. Je pense qu'il va y avoir une généralisation de l'usage de la biométrie. Le concept vraiment de biométrie est né en même temps en fait que la police scientifique, avec les empreintes digitales par exemple, puis après le séquençage ADN. Donc ça a d'abord été des technologies d'État, de police, et
maintenant, ça passe dans le civil. Pour toi, dans ce mode de fonctionnement, il y a un problème de sécurité? Pour moi, il y a toujours des problèmes de sécurité partout. Faut voir qu'avec la biométrie, en gros, la sécurité va se construire autour de 4 grands principes. Donc la confidentialité, donc c'est-à-dire que ces données ne doivent être accessibles que par les gens autorisés. L'intégrité, mon gabarit biométrique ne doit pas pouvoir être altéré par quelqu'un de malveillant. Sa disponibilité, mon téléphone n'a pas accès au gabarit, peut pas accéder au déverrouillage. Et l'authenticité, que c'est bien moi, ce gabarit-là. Donc on peut avoir forcément des attaques sur ces divers 4 axes. Donc c'est facile de créer en labo un système 100% sûr, mais une fois qu'on a 1 milliard d'utilisateurs, c'est pas pareil. Là, on a affaire aux pirates et on a affaire à l'utilisateur de base qui va l'utiliser de la manière dont les développeurs ne l'ont pas pensé. C'est souvent comme ça que se créent les bugs. Si déjà on sait qu'on ne peut pas faire aveuglément confiance à un des monstres de la tech, qu'en sera-t-il de tous ces fabricants de smartphones entrée et moyen de gamme qui vont analyser le moindre détail de votre identité? À quel point leur capteur sera fiable? Où les données seront-elles stockées? Soit les gabarits biométriques sont stockés sur le téléphone de manière accessible, soit ils sont stockés de manière chiffrée dans le disque dur du téléphone, mais avec un chiffrement faible ou faillible, et dans ce cas-là, on peut l'attaquer et les extraire. Si elles sont dans une enclave sécurisée, quel est le niveau de sécurité de cette enclave? Si elles sont envoyées au constructeur, qu'est-ce qu'il en fait? Quelles applications auront accès à ces données? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on est encore au début. C'est récent la biométrie dans la technologie grand public, et ces constructeurs ne sont pas tous des experts en cybersécurité. Ça fait peur, hein. Ceux qui n'ont ni capteur d'empreinte, ni reconnaissance faciale sur leur smartphone se sentent plus en sécurité tout à coup. Mais vous faites certainement partie de plus de banques de données biométriques que vous ne le pensez. Si vous avez déjà utilisé le lecteur d'empreinte à l'aéroport, vous faites partie d'une banque de données biométriques. Si vous avez accepté que Facebook active la reconnaissance faciale pour qu'il vous avertisse quand on poste une photo de vous, vous faites partie d'une banque de données biométriques. Si vous avez fait ce test rigolo de Google qui vous montre à quelle œuvre d'art vous ressemblez, vous faites partie d'une banque de données biométriques. Si vous avez déjà utilisé OK Google ou Siri, vous faites partie d'une banque de données biométriques. Vous leur avez appris à vous reconnaître, ils savent très bien qui vous êtes. Quand on parle de biométrie, on va penser à notre visage ou à notre empreinte digitale, mais notre voix est également un des meilleurs identifiants. C'est pareil, on a une empreinte vocale extrêmement unique. Même si on parlait plus aigu, plus grave en se forçant, en fait, on va toujours utiliser des mêmes variations de voix, des mêmes intonations, des mêmes rythmes dans la voix. Si vous avez oublié le son de votre voix, vous pouvez même aller sur myactivity.google.com, il vous la rappellera. Ok Google, éteins la télé. Ok Google, joue Eminem. Ok Google, éteins la lumière. Mais allons plus loin que le problème sécuritaire et éthique, qui au final sont 2 synonymes. Imaginez que demain les sites que vous visitez se remplissent de pubs conseillant des produits sur lesquels vous n'avez pas cliqué mais sur lesquels inconsciemment votre regard s'est attardé. Un smartphone pourrait être capable de comprendre exactement où vous regardez. Plus que ça, il pourrait être capable de savoir si vous êtes content, triste ou énervé, donc plus ou moins apte à réaliser un achat impulsif. En revanche, si vous n'êtes pas en forme parce que vous avez la grippe, la reconnaissance vocale, percevant que votre voix est en déclin, pourra vous conseiller les meilleurs produits miracles pour la faire partir. À vous de voir si ça vous fait flipper ou non, mais il est important de se rendre compte qu'on entre dans une ère qu'on comprend à peine. Peut-être que demain, Facebook sera capable de vous apprendre que vous vous mentez sur votre orientation sexuelle, ou qu'au fond de vous, vous êtes jaloux de cette personne avec qui vous êtes pourtant ami. Il sera capable de vous connaître mieux que vous parce que vous lui aurez appris. On peut tromper un algorithme en likant des pages contraires à ses goûts, en étant ami avec des profils très différents, mais on peut pas le tromper s'il est capable de capter la moindre de nos émotions. On n'en est pas là, mais c'est un scénario tout à fait envisageable. Il faut comprendre que la reconnaissance biométrique n'est pas la sécurité ultime. Pour les gens qui utilisent leurs doigts, la très grande majorité, ils utilisent leur pouce ou leur index. Et quels sont les 2 doigts que l'on utilise le plus aussi pour naviguer sur le téléphone? Le pouce ou l'index. En prenant l'écran, quelqu'un de malveillant avec des bonnes compétences, il pourrait prendre les empreintes, les différentes empreintes d'utilisation sur l'écran, en faire un modèle et ensuite créer un faux doigt pour déverrouiller le smartphone biométrique. Pour toi, du coup, la sécurité ultime, en fait, c'est un simple code à 4 ou 6 chiffres, comme on a toujours d'ailleurs? Alors non, on va préciser un petit peu la sécurité de l'authentification. En fait, on a 3 manières de s'authentifier. Soit par quelque chose que l'on sait, un mot de passe, que l'on a, un badge, ou par quelque chose que l'on est. Et ça, c'est la biométrie. L'authentification forte, c'est la combinaison d'au moins un des 2. Voilà, pour moi, l'optimal, c'est l'authentification forte. Et il faut comprendre que l'authentification biométrique, ce n'est pas juste le code de votre smartphone. Elle peut être celle de votre application bancaire, de votre messagerie, de vos photos privées, de votre Facebook. Elle peut être celle de n'importe lequel de vos mots de passe, tous accessibles sur votre gestionnaire de mots de passe. Si l'authentification biométrique n'est pas encore sur le smartphone de chacun d'entre vous, elle semble être acceptée par la majorité. Mais si demain, c'est aussi la technologie permettant d'ouvrir la porte de chez vous, vous êtes moins nombreux. Le problème, c'est que vous n'aurez pas le choix, et il est peut-être déjà trop tard. Si vous pouvez avoir un mot de passe différent pour chaque service et le changer à chaque fuite de données, vous aurez plus de mal à le faire avec ce qui compose votre identité. Un mot de passe traditionnel, exactement comme tu dis, on peut en mettre un par service. Et surtout, si on se fait pirater un mot de passe, on peut le changer. Si on se fait pirater une empreinte digitale, ça c'est pour la vie.